Deux jours d'Orwell. Aujourd'hui, je vous emmène à Brest où on va parler de la fonderie Scriture et de la fraîchement sortie La police Bilzik, créée par Jeanne Saliou. Je suis avec Jeanne Saliou et avec Fanch Le Hénaf dans la PAM à Brest. Jeanne, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Oui. Je m'appelle Jeanne Saliou, je suis dessinatrice de caractère à Brest. Je viens de finir mes études à l'ANRT, l'Atelier national de recherche typographique, où j'ai développé le caractère Bilzik, qui vient de sortir chez Scriture, la fonderie Scriture.eu. Voilà. Merci. On vient de la refaire en fait. À toi. Et toi, qui es-tu, Fanch? Fanch Le Hénaf, donc je suis graphiste indépendant, installé à Le Cronan depuis très longtemps. Là, c'est mon lieu d'origine. Mon activité, c'est toujours le graphisme et puis un petit peu aussi la création typographique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née la fonderie Scriture? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer en fait une police bretonne et celtique? Alors, Scriture, c'est le titre de l'ouvrage que j'ai publié donc en 1995, en décembre 1995. Donc, ça fait 30 ans que cet ouvrage est paru. Scriture, typographie, identité, de faire une espèce d'inventaire sur comment cette relation entre l'identité au sens large et la typographie se mettait en place. Donc j'ai pris pas mal d'exemples de ce que je connaissais dans l'histoire de la lettre en Bretagne, mais au-delà, l'identité, par exemple, je me suis intéressé à l'écriture des Inuits, par exemple, l'écriture ogamique en Irlande, donc de trouver un petit peu ces liens anciens et puis même récents, voire contemporains, entre l'identité et la typographie. Cet ouvrage, donc publié aux éditions Cloître en 1995, a été un petit peu présenté à l'époque de sa parution par des journalistes comme étant un manifeste de la typographie en Bretagne pour le 21e siècle. Alors, voilà, mettait un petit peu pas de pression, mais en tout cas, je questionnais effectivement une espèce d'attente qu'il y avait sur ce qu'avait pu dire René-Yves Creston à l'époque des Sixbeurs sur la nécessité de créer un caractère adapté à l'édition en Bretagne et pour la langue bretonne. D'autres typographes comme Ladislas Mandel, qui est aussi un grand nom de la typographie européenne, qui a beaucoup réfléchi à cette notion entre l'identité, la culture et la lisibilité de la lettre, de la typographie. Donc j'ai fait une espèce d'inventaire de tout ce qui moi en tant que graphiste, me ramenait à cette relation entre typographie et identité. Donc c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre très très graphique, très visuel. Je me suis appuyé aussi sur ma propre production. Et à l'aboutissement de cet ouvrage-là, c'était aussi un petit peu un postulat pour dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ce que j'ai accumulé pour créer en tout cas quelque chose qui pourrait être un caractère adapté à mon travail déjà de graphiste avec mes engagements par rapport à la langue bretonne, par rapport à la culture bretonne, dans l'édition en général, et puis pour l'affiche. Et donc ce caractère brito que j'ai créé, 1995-1997, il a été essentiellement utilisé dans mon travail sous forme de dessin vectoriel. Il y avait, je sais pas, 150 signes à peu près à l'époque. Et donc, je l'ai testé, je l'ai beaucoup utilisé. Je suis parvenu à personnaliser en fait ma démarche et avoir même des commandes des gens qui voulaient que je travaille de manière spécifique avec ce caractère-là, quoi. Et puis à un moment s'est posé la question comment est-ce que d'autres que moi peuvent l'utiliser, donc ce qui engageait déjà le processus de ce qu'on appelle la stabilisation, c'est-à-dire de fixer les caractères, les formes, et de numérisation pour en faire un fichier numérique qu'on peut télécharger et utiliser sur n'importe quel ordinateur, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2010 quand j'ai sollicité Johan De Roueck, qui est aussi graphiste, qui est aussi passé par l'ANRT à Nancy, comme Jeanne, mais il y a plusieurs années. Et Johan, sortant de cette école-là, avec des idées sur la typographie, je l'ai appelé, dire ça serait intéressant de pouvoir faire ce travail de stabilisation et de numérisation du brito. Et donc il a contacté un ami à lui qui est type designer, qui est dessinateur de caractère, qui est Malou Verlhomme. Et ce trio un petit peu a apporté en fait la numérisation et la stabilisation du brito
en créant aussi un outil de diffusion qui est le site scripture.eu, qui est un site de diffusion du caractère brito, mais qui est aussi un site de diffusion de ressources culturelles, historiques, techniques autour de la typographie, où là on sollicite des collaborateurs pour rédiger des articles. Spécificité et volonté que ce site soit entièrement trilingue, breton, français et anglais. Donc toute notre communication depuis fonctionne sur l'aspect trilingue et .eu et non pas .bzh, parce que là aussi on affirme une vocation réellement européenne de ce projet de caractère, quoi. Et donc la dernière phase, c'était comment dire, avec l'arrivée du Bilzik en 2025, où on a encore changé un petit peu de statut, on a monté une marche supplémentaire en faisant de Scripture maintenant une société. Et là, pour la première fois, on développe avec une dessinatrice de caractère, Jeanne Saliou, quelqu'un qui est extérieur en fait à Scripture. Et c'est une première expérience, on espère qu'on en aura d'autres, mais on se porte aussi maintenant comme étant en Bretagne inscrit comme une fonderie de typographie numérique, faisant appel à nos propres ressources et créateurs, mais aussi avec éventuellement des projets qui rentrent complètement dans l'esprit de Scripture, quoi. Et c'est vraiment la grande réussite de Bilzik, qui va même, je trouve, au-delà de ce que nous on avait établi au départ, quoi. Super. Et selon toi, qu'est-ce qui définit une police bretonne? Si tu avais, je sais pas, en 3 mots, tu vois. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire, on peut dire un caractère qu'il est breton si d'abord tu t'appuies sur la personne qui l'a créé. On peut dire, voilà, le Bilzik, c'est un caractère breton parce que Jeanne est bretonne, on peut dire ça. Oui, c'est vrai. C'est la première chose, d'ailleurs. Après, il y a aussi les particularités que la police propose. C'est-à-dire là, dans, entre guillemets, ce qu'on propose depuis 30 ans autour du brito et qui s'impose à tous les caractères, il y a 5 caractères aujourd'hui, c'est aussi un certain nombre de signes, de glyphes qui sont propres à la langue bretonne. Donc ça, c'est le deuxième critère, le C apostrophage, les paires un peu particulières, le GW, le cabaret et d'autres encore. Donc c'est-à-dire que de dire qu'un caractère qu'il est breton ou qu'il est basque, il prend en compte la réalité de la langue qu'il est censé être appliqué. Mais ça ne veut pas dire que le Bilzik ou les caractères, ils sont uniquement réservés à la langue bretonne ou langue celtique. Aujourd'hui, le Bilzik, je crois que c'est près de 900 glyphes. Et encore, on a réduit. Quand je suis arrivée devant Malou avec le caractère, c'était 1200 glyphes et c'était la crise cardiaque. Vraiment. C'était trop. Voilà, tout bêtement. C'est réellement impressionnant. Le brito, c'est-à-dire dans sa dernière mouture, avec les 6 graisses, on était à 560 glyphes, ce qui était énorme. Le brito, quand moi je l'ai créé, il y avait 120 signes, 120 glyphes, quoi. Et du coup, les gens, quand tu leur dis ça, ils comprennent que tiens, c'est un vrai boulot, du coup, et que développer un caractère, c'est pas simplement le caractère que tu as sur ton menu déroulant avec Times ou machin, mais que la création d'un caractère, c'est un vrai travail, et que là, du coup, un bouquin, ça se paye, hein, tu achètes un livre, un auteur, ou un disque, il y a un travail derrière, artistique, de développement, et là, du coup, on n'est pas dans du caractère libre de droit, parce qu'il y a un vrai travail artistique, technique, derrière, quoi. Et c'est aussi le travail que Scripture fait depuis sa création. Les gens comprennent en fait que c'est qu'une création typographique, c'est un vrai travail, c'est un vrai métier en tant que tel. Et on a réussi avec Scripture à faire comprendre en fait aux gens qui pour la grande majorité sont des gens qui n'ont jamais acheté de caractère. Et donc ils ont compris en fait qu'en achetant une licence chez Scripture, ils contribuent en fait au projet Scripture et non pas simplement, ils n'achètent pas un produit entre guillemets. Et c'est aussi tout l'esprit qu'on a réussi à mettre en place autour de Scripture et auquel on tient beaucoup. C'est-à-dire, on est aussi là pour, il y a un côté didactique pour apprendre aussi aux gens, pour dire c'est quoi la typographie en Bretagne, mais de manière large, de comprendre le monde de la création typographique. Selon toi, est-ce qu'il y a encore des signes méconnus en Bretagne, par exemple le cabaret, enfin méconnus du grand public en tout cas, des choses qu'on ne connaît pas encore ou pas? Je pense que comme toute langue, les langues sont appelées à évoluer, y compris dans leur graphie. C'est-à-dire,
le signe les signes typographiques qu'on va mettre au point sur le Bilzik avec Jeanne, sur la traduction, l'expression, je veux dire, typographique des mutations consonantiques en breton, ça n'existe pas. C'est-à-dire là, nous, on a posé un problème, c'est-à-dire la graphie du breton aujourd'hui, avec les outils numériques de création typographique, nous permettent de faire ça. Et donc, on a créé, je sais pas, il y a combien de glyphes? Il y a une quinzaine de glyphes qui correspondent à toutes les mutations consonantiques qu'on a adaptées simplement au nom propre. Mais il y a un autre exemple, le Brito, dans sa dernière mouture, je crois que c'était en 2014 ou 2015, je pense, on avait le cabaret depuis très longtemps. Et puis, il y a un ami qui me dit, ouais, mais le cabaret, c'est super parce qu'effectivement, c'est pas une lettre, hein, c'est une abréviation qui est vraiment spécifique à la langue bretonne. Mais s'il y a mutation, il faudrait faire un G barré. Bah oui. Bien sûr. Et on a créé donc un G barré. Moi, j'ai trouvé des exemples. J'habite à côté d'un village qui s'appelle Kerguat en français. Et le nom breton, c'est Argerguat. Donc, il y a mutation. Bah oui. C'est-à-dire que là, effectivement, et donc on a créé, donc c'est un ami qui s'appelle Fulp Cloirec, qui est de Douarnenez, et qui a eu l'idée de dire, il faut un G barré. Donc, on a créé un G barré. Super. Ça veut dire qu'une langue est en évolution permanente, y compris dans les usages aujourd'hui au XXIe siècle, et elle va encore évoluer à l'oral, bien sûr, mais dans sa graphie, bien évidemment. Ok, super. Jeanne, on va passer à toi. C'est maintenant, c'est ton moment. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours et comment t'en es arrivé à t'intéresser à la calligraphie, à la typographie? Alors vraiment à la typographie, parce que je suis piètre calligraphe. C'est un peu terrible. On le saura. J'écris très mal, j'ai une horrible écriture manuscrite. Non, vraiment, je suis arrivée dans la typographie par l'approche très modulaire. Je crois que j'ai découvert ça surtout pendant mon lycée au Paraclet, où Fanch enseignait, qui n'était pas mon enseignant, mais enseignait au Paraclet quand j'y étais lycéenne. Et on avait eu une introduction à la typographie par une enseignante qui s'appelait Marie Lemoigne, et je me rappelle que ça m'avait un peu fascinée, mais que j'avais pas du tout creusé l'approche. Mais j'aimais bien cette idée de classification par famille, j'aimais bien cette idée de réponse, ce N qui doublé devient un M, qui retourné devient un U, qui allongé devient un H, enfin cette idée que tout était un petit peu en résonance, enfin qu'il y avait quelque chose qui avait un grand écho dans le caractère en entier. Et c'est aux Beaux-Arts de Lorient, à l'ESAB de Lorient, que j'ai vraiment digué un peu le truc et que c'est devenu vraiment quelque chose d'important et voilà. Mais c'était surtout par l'approche modulaire. Et de fil en aiguille, après j'ai été ambassadeur aux Arts Déco à Paris, où ça s'est un petit peu précisé, cette envie-là, avec un enseignement un peu suisse de la part d'André Baldinger. et puis ça s'est vraiment extrêmement précisé à l'endroit où ça devait se préciser, à l'Atelier national de recherche typographique à Nancy, qui est cet endroit un petit peu fou où une douzaine de personnes complètement obsédées par d'infimes variations autour de l'alphabet latin se réunissent du monde entier pour venir travailler. Enfin, je dis alphabet latin, en fait, c'est là aussi où c'est un peu le nœud, c'est qu'à Nancy, et c'était très précieux, on travaille pas que sur l'alphabet latin, on travaille même pas que sur l'alphabet latin, le cyrillique, l'arabe, les écritures menacées. Il y avait un projet peut-être le meilleur projet typographique au monde qui s'appelle les Missing Scripts et qui est un projet qui s'intéresse au système d'écriture minoritaire, en tout cas qui sont pas enfin peut-être ça devient un peu technique, mais en gros voilà, à la NRT il y avait quelque chose autour de il y a une fascination autour des écritures, une fascination autour de l'expression des langues minoritaires, de l'expression de ce que la linguistique peut faire à l'écriture, à la typographie, enfin voilà. Et c'est un petit peu dans ce contexte-là que Bilzik, ça s'est développé. Ça serait mentir de dire que le point de départ, c'était vraiment le comportement du texte en breton, parce que le point de départ un peu viscéral, c'est surtout c'est ce qu'a précisé Fanch, ce qu'a abordé Fanch, cette idée en fait. Comment est-ce qu'on exprime une appartenance géographique? Qu'est-ce que ça veut dire une identité? Enfin, qu'est-ce qu'une lettre peut exprimer aussi comme identité? À quel moment elle dépasse aussi son contexte d'usage, son appropriation? En fait, elle dit quelque chose parce qu'elle est utilisée dans tel contexte, mais c'est pas forcément emblématique de qui elle était initialement. Enfin, on parlait tout à l'heure du Vulcain, qui a un caractère qui est ici à la PAM dans sa version bois, qui n'est pas du tout un caractère breton, mais parce qu'il a été utilisé par les 16 breurs dans les années 30, on l'a associé à une idée de la bretonité, mais il n'a rien du tout de breton. Et en même temps, c'est aussi ça qui est précieux, c'est la capacité qu'on a à s'emparer d'un caractère et à lui faire dire autre chose. Donc ce point de départ, ce nœud-là, cette tension autour du caractère, de ce qu'il est capable d'exprimer, j'arrivais pas à l'aborder aussi frontalement. Et
partir de la langue, partir de l'attention portée à la langue et partir de ce qu'une langue peut faire à un caractère, à la forme d'un caractère. C'était une belle manière d'aborder ces questions-là et ensuite en filigrane de placer un curseur entre affirmation linguistique, expression identitaire, etc. Et lisibilité, effacement pour que le caractère s'efface, il laisse le texte être porté, dire ce qu'il a à dire, etc. Je sais pas si je suis très claire là. Si, je très trouve bien. très clair. Bon bah ça va alors. Si. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Scriture et quelle est ta sensibilité par rapport à ce projet? T'as répondu un petit peu déjà. Oui, c'est vrai. Ma Scriture, je voyais évidemment ce que faisait la fonderie Scriture, parce que vous êtes quand même très identifié en Bretagne. Je crois que j'avais envoyé un mail pour vous dire que j'étais en train de travailler sur ce sujet-là, parce que je savais que c'était les sujets de Scriture. Et aussi, je crois, pour avoir des ressources, pour avoir des conseils, pour qu'on puisse en parler. Et en fait, de fil en aiguille, il y a eu beaucoup d'aide de la part de Scriture sur le développement du caractère bilzique et sur la recherche menée à la NRT. Et ensuite, lorsqu'il a été vraiment finalisé, c'est un petit peu imposé l'idée que ça serait intéressant de le diffuser au sein de Scriture, et ça faisait sens et c'était fluide et puis on s'entend bien, donc c'est tout va bien. Donc voilà, tout va bien, somme toute. Et du coup, tu as aussi un peu répondu déjà à ma question, mais tu peux peut-être développer un peu plus sur comment tu as eu envie de créer Bilzik? Oui, alors le faux point de départ, voilà. L'idée quand même, l'intérêt porté au comportement du texte en breton, ça permettait de faire un tas d'observations un peu concrètes, un peu techniques, et aussi de faire plusieurs hypothèses et graphiques et de composition et beaucoup de choses. Et cette idée vraiment qu'on allait s'intéresser au rythme du texte, ça c'était des observations qu'on peut faire sur le rythme du texte en breton, cette idée de la surreprésentation de la diagonale, le K, le V, le Z, etc., qui sont des lettres avec des très fortes diagonales qu'on retrouve surreprésentées dans le texte en breton comparé au français. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'adapte? Est-ce qu'on a cette traverse dans le E? Est-ce qu'on fait des hypothèses de lettres un petit peu alternatives, un W qui serait beaucoup plus rond? Enfin, on peut faire comme ça un tas de trucs très, très réjouissants autour de ce caractère, et petit à petit, le caractère s'est un peu imposé de lui-même à force de tests, de retours. Enfin, là, il y a un truc aussi important à dire, c'est que moi, je parle pas breton. Pas encore. Pas encore. Voilà. Voilà. Ça arrive vite. Big things are coming. Mais moi, je parle pas breton. Et d'un côté, c'est un frein. Et en même temps, c'était aussi assez précieux de se retrouver face à un texte qui est vraiment une image. Le texte est fondamentalement une image. Et ça me rendait aussi extrêmement dépendante de retours réguliers de locuteurs. Donc, de beaucoup d'avis très différents les uns des autres. Et en fait, en ça, dans le cadre très précis de cette recherche, c'était aussi précieux de pas forcément être locuteur de la langue. Après, bon, maintenant, je vais m'y mettre quand même. Plus d'excuses. Plus d'excuses, là, on y va. Voilà, je sais pas si ça répond très bien. Ça répond à ma question. Et Bilzik intègre l'écriture inclusive? Oui. Comment t'as eu pourquoi? Vas-y, dis-nous tout. Ça, c'est hyper cool parce que dans le dessin de ce caractère, il y a eu aussi à la NRT, donc à Nancy, un travail mené par Eugénie Bidault sur justement les possibilités de l'écriture inclusive en français, donc la ligature fondue, etc. Et ça semblait assez réjouissant de l'intégrer aussi au breton, de dire on est capable de faire ce chantier-là pour le breton. Le breton est une langue qui sous bien des aspects, s'intègre complètement dans les pratiques contemporaines. Donc, on y va à fond. En plus, ça fait des formes de lettres qui sont très agréables. C'est une récréation graphique. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était très heureux de penser la création de ligatures fondues pour l'écriture inclusive du breton. Et en fait, sur cette base-là, sur ces méthodes de travail, sur ces technologies qui ont été développées pour l'écriture inclusive du français, en discutant avec Fanch, etc., on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi adapter ça à ce problème un peu irrésolu de l'expression de la mutation consonantique des noms propres en breton. Donc ça fait une sorte de pont hyper réjouissant entre des enjeux d'écriture, d'inclusivité, de représentation de normes, de minorité de genre, pardon, je dis n'importe quoi, de non-minorité de genre, etc. Et en même temps, des enjeux de représentation de langue minorée. Enfin, il y avait des ponts hyper heureux qui se faisaient comme ça entre ces deux pratiques. Et non, ça, c'était vraiment super. Super, merci. Voilà. Est-ce que tu as un signe ou une forme de typo bretonne qui t'inspire plus que d'autres? Non. Un truc un peu préféré? Non. Voilà, non. Non, je t'entends pas. Sauf nous. Non, mais attends. Désolé. Il y a un signe sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est ce fameux C''. Oui, c'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que quand on est britophone, on sait que c'est une lettre à part entière, alors que le francophone considère que c'est un C, un apostrophe et un H. Et ça nous ramène aussi au double D, au gallois, qui est une lettre à part entière aussi. Et même en français,
il y a le V et le W. Le W, c'est une lettre à part entière. Donc, mais là, il y a ce signe spécifique est quand même très important, est un marqueur en tout cas de la langue bretonne, sans doute dans l'alphabet breton le plus important. Et d'arriver à en proposer une forme. Moi, en tant que britophone, c'était aussi de repenser justement cette partition C apostrophe H, mais d'arriver à en faire un signe à part entière, et qui a été encore, je veux dire, sur le Bilzik, a été encore beaucoup plus loin, parce que là, l'apostrophe est carrément liée au C et liée au H aussi. Donc, et je crois qu'avec le Bilzik, sur ce signe-là notamment, on va encore plus loin que ce qu'on avait pu déjà mettre en place sur les autres fontes. Ouais. C'est vrai que sur le Bilzik, il y a eu plein d'hypothèses pour le C-scrapage, et en même temps c'est trop bien, et en même temps, c'est une envie de fluidifier un petit peu le texte, et ça participe d'une affirmation linguistique, et c'est aussi des récréations graphiques, quoi. C'est vraiment des endroits aussi où on s'exprime complètement, on s'éclate sur ce genre de dessin. Enfin, c'est quand même très heureux tout ça. Voilà. Sur les signes dont parlait Jeanne, sur les signes qui marquent la mutation consonantique. Là, comme je disais, on a créé vraiment des signes spécifiques, et c'est intéressant parce qu'on a planté le caractère en avant-première à Carhaix au stand d'écriture à Gouel-à-Loriou à Carhaix, et donc on a pu tester un petit peu dans quand même le nombre important de britophones qui se trouvaient là, donc de tester. Donc il y a des gens qui étaient extrêmement séduits et d'autres qui étaient réticents, et d'autres qui n'arrivaient pas à lire. Donc c'est vrai que ces signes-là, quelque part, nous ramène je dirais pas un réapprentissage de la lecture, mais en tout cas, d'arriver à les diffuser, nous ramène en tout cas, comme pour l'écriture inclusive, à poser un peu le regard pour apprendre à lire ces signes-là. Et je trouve que l'écriture inclusive, elle devrait même faire partie de l'enseignement aujourd'hui dans les écoles primaires pour, en tout cas, intégrer ça aux enfants. Il n'y a pas que le masculin et le féminin, il peut y avoir les deux en même temps. Donc, c'est la typographie nous amène aussi à réfléchir un petit peu à notre statut d'individu en fait, et je trouve qu'avec ce travail sur l'écriture inclusive en français mais aussi en breton, et puis qui débouche aussi sur cette question de la mutation consonantique, je trouve que Bilzik va très très loin en fait dans la manière de traduire la langue bretonne par la typographie, quoi. Je suis d'accord. À dire aussi que Bilzik, c'est un caractère propriétaire, comme pour toutes les raisons qu'a évoqué Fanch, enfin, etc. Mais que le travail qui a été mené sur indexer, nommer, encoder, enfin, etc., les ligatures inclusives du breton et les ligatures qui expriment la mutation consonantique en breton, ça, c'est un travail qui, pour le coup, est public et accessible à tous. Et donc, tout un chacun, toute une chacune peut s'emparer pour réaliser ses propres caractères inclusifs bretons. Et voilà. Tu as peut-être répondu déjà à cette question, mais vous avez mis combien de temps à développer Bilzik ? En tout pour tout, ça a commencé fin 2023, début 2024. Ok, donc presque un an et demi, 2 ans, quoi. Un truc comme ça. Donc un travail un peu fleuve, un peu long cours, quoi. mais un travail c'était très agréable de le faire aussi, enfin, avec Johan et Malou. Ça a été vraiment trop bien de travailler avec Johan et Malou. Ils ont vraiment précisé et développé énormément. J'arrivais avec un projet qui était quand même un projet de recherche, donc qui était un projet qui était pas encore prêt pour être diffusé, enfin, et qui maintenant est vraiment précisé, solide, enfin, grâce à leur travail. Et ouais, donc ça, les derniers mois de travail autour de Bilzik, ça a été agréable de le voir passer de caractères de recherche avec des hypothèses, avec un peu d'épices. Parfois, c'est branlant, parfois, on est dans une direction, puis on repart dans une autre, à un caractère vraiment prêt à être montré, prêt à être diffusé, solide, quoi. Enfin, donc c'est très agréable. Et pour les personnes qui s'intéressent qui aimeraient s'intéresser un peu plus et en savoir plus sur la typo bretonne, quels conseils vous donneriez ? Et aussi, mon autre question après, ce serait comment est-ce qu'on peut soutenir votre travail ? Alors, la typographie bretonne, bon, pareil, moi j'ai beaucoup de difficultés à définir qu'est-ce que c'est une typographie ou un caractère breton, parce que j'ai une vision beaucoup plus large en fait des usages qu'on peut en faire. Donc le point sur lequel on travaille beaucoup, et nos 5 caractères, ils ont un point commun, c'est le travail, ce sont les sources. C'est-à-dire, tout est parfaitement documenté, référencé. C'est-à-dire, moi, c'est un petit peu, on revient
au bouquin Scripture, c'est-à-dire de trouver les références dans l'histoire de l'écriture, dans les usages contemporains de la typographie. Donc nos projets séduisent beaucoup, intéressent beaucoup parce que c'est très ça s'appuie sur des bases en fait historiques, techniques, artistiques, solides. Et on réfléchit beaucoup au sens en fait. Donc on crée pas des caractères pour créer des caractères. Mais on a à chaque fois des ressources, des références solides qui sont des choses qu'on a rencontrées dans nos divinations, dans nos promenades, dans des choses qu'on a réellement vues ou perçues, et pas simplement des choses qu'on va picorer sur Internet, récupérer dans les bibliothèques, au contact des gens. Donc il y a tout ce fond-là qui est extrêmement essentiel. Et effectivement, dans les caractères que Scripture diffuse, avec Johan, on fait ce gros travail de recherche documentaire, avec Malou aussi. Et c'est en fait cette base-là qui va être nécessaire, qui va passer après entre les mains de Johan, et puis après qui va passer entre les mains de Malou. Ça va revenir. Donc notre fonctionnement à trois, on est trois personnes assez différentes, de générations aussi différentes. Et donc on a une perception différente, et c'est ça un petit peu qui fait la richesse du fond et la crédibilité de la démarche, quoi. Puis l'autre question, c'était quoi? Comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Et donc nous soutenir, c'est d'une part, en allant déjà sur le site scripture.eu, de voir effectivement, parce qu'on a beaucoup de contacts, beaucoup de retours en fait. Moi, j'ai beaucoup privilégié en fait le contact avec les gens qui achetaient les licences, parce que j'avais un mode de diffusion qui était, c'était pas automatique, c'est-à-dire j'envoyais par mail, les gens commandaient, payaient, et moi j'amenais par mail. Donc je connaissais absolument, enfin je connais pratiquement tous les utilisateurs. Et ça, c'est un autre fonctionnement qui m'a permis ça. Donc, pour nous soutenir, c'était des gens qui faisaient effectivement un effort d'acheter une licence de caractère. Et puis aussi, on a un certain nombre de collaborateurs, des gens qui écrivent des articles sur des thèmes qui les intéressent. Donc, on alimente aussi ces ressources-là. On a créé une espèce de rubrique qui s'appelle IS, History Scripture, les histoires d'écriture, et il y a des gens comme Jacques André, qui est un des grands spécialistes de la typographie numérique en France. Il y a plusieurs personnes qui interviennent, donc on est preneur de propositions de gens qui ont envie d'écrire sur la typographie. Et puis l'autre manière de se souvenir, c'est d'avoir effectivement des propositions pour des expositions, pour les interventions, parce qu'on intervient aussi régulièrement. C'est aussi ce côté didactique qu'on fait. On a fait à la Manufacture des Tabacs au mois de septembre, à l'Institut culturel à Vannes, on a été invité au mois de janvier. Donc on intervient aussi par des conférences et aussi par des expositions. On a maintenant une exposition qu'on présente dans nos invitations. Donc on a vraiment plusieurs manières d'aborder, d'aller sur le terrain pour rencontrer les utilisateurs, et puis même pour informer sur la typographie. Une bonne manière de soutenir aussi, c'est d'acheter les caractères, voilà. et de les utiliser, de les faire vivre. Et surtout moi, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et surtout de les utiliser, parce que c'est vrai, c'est l'aspect important. Moi, en tant que graphiste, comme je disais au départ, c'est les besoins en tant qu'utilisateur qui m'a amené à créer la typographie. Je ne suis pas un dessinateur de caractères d'origine. Mon travail, c'est le graphisme. Et des gens qui m'ont beaucoup marqué, on est ici à Brest, la ville de Brest, Pierre Perron, qui est membre des Services Breuer, qui était un des grands affichistes des années 30. A beaucoup réfléchi à la lettre. Il a énormément produit en la lettre. On parle souvent de Creston, mais Pierre Perron, pour moi, est le premier graphiste breton. Et il a énormément produit au niveau de la lettre. Il a beaucoup réfléchi, et ça me ramène aussi à d'autres graphistes que j'aime beaucoup, Milton Glaser, qui est un des grands graphistes new-yorkais, qui aussi a produit beaucoup de caractères pour ses affiches, ou quelqu'un même comme Cassandre lui-même, un grand affichiste des années 30, a produit plusieurs caractères parce qu'il avait des besoins spécifiques pour sa production. T'as des choses à ajouter, Jeanne? Je crois que la messe est dite. Bon, on va finir là-dessus, la messe est dite. Merci à tous les deux. Merci à toi. C'était très chouette aussi d'être à la PAM, de découvrir cet endroit. Scripture, PIC EU.
Vous avez compris. Abonnez-vous. Scripture, pique, N'hésitez pas aussi à les rejoindre sur Instagram. Et je sais pas si vous avez un compte Facebook peut-être aussi. Ah, on a un compte. Ok, je savais pas. Écriture, ouais. Vous avez un compte Facebook? Peut-être pas. Ouais. Ok. Si. Ok. Ok. Bon, je mettrai tous les liens en tout cas en barre d'infos. Bientôt le TikTok. Oh yeah. Non. Peut-être pas en fait. Eh ben, Tchenavo, Dan Distro, à bientôt. Kenavo. Kenavo, Kenar Voilà, Béchal. ça doit être-